C'est pour cela qu'en premier, les esclaves ont été amenés parce qu'ils avaient besoin des gens qui pouvaient s'adapter aux conditions climatiques aussi. Ils ont recruté dans les Antilles, en Inde, dans d'autres endroits, et les gens sont venus en masse. Aujourd'hui, les Panaméens sont un peuple très métissé. Oui, c'est pas souvent que tu verras un Chinois noir qui parle espagnol, mais ça fait partie du métissage local qui est très fort, très intéressant. Il y a des gens qui s'appelaient Chang, maintenant ils s'appellent Diaz. Mais il y a aussi des gens qui s'appellent Smith qui ne parlent plus anglais. Il y a des gens qui s'appellent Chang qui ne parlent plus chinois. Il y a beaucoup de Panaméens, même s'ils viennent de différentes origines, ils ont une identité avec ce pays. Ça, c'est génial parce que tu vois, tu as une population très grande aux États-Unis. Il doit y avoir dans la côte Est et la côte Ouest plus de 300 000 Panaméens. Et avec des associations, la plupart sont chinois et noirs. Parce que ça, c'est la plupart des gens qui sont partis. Et tu vas voir qu'ils parlent encore espagnol, font des danses folkloriques, des festivals, tout ça. Et ils reviennent à Panama soit à Noël, ou ils reviennent pour carnaval, ou pour leur retraite. Ils ne vont pas rentrer en Jamaïque, ils ne vont pas rentrer en Chine, ils vont venir ici. Parce que c'est leur pays. C'est leur pays qui les a vus naître, donc c'est très, très important. La richesse du pays, c'est vraiment les gens. C'est parce que jusqu'à les premières élections libres, en 1989, parce qu'avant, on avait une situation d'un régime militaire. Et les gens n'aiment pas parler de ça, mais c'est la vérité. Il faut dire que moi, je suis née dans une dictature. Et cette question de nationalité, d'identité nationale, c'est vraiment forgé à cause de ça. Avant ça, les gens étaient fiers du pays. Mais maintenant, on s'occupe beaucoup plus de cette idée d'identité nationale. On veut que les gens s'intègrent, noirs, chinois, blancs, indiens, tout le monde. Bien que le pays évolue extrêmement rapidement depuis la fin de la dictature de Noriega, la distribution de la richesse de l'État n'est pas encore à point. On devrait avoir moins de pauvreté ici parce qu'on a 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Et ça, c'est dommage dans un pays où les revenus du canal sont très importants. Mais c'est aussi une question de volonté politique. On n'a eu que 4 élections libres et ça prend du temps. Tous les procès politiques ici, c'est très long. Et pour qu'on voit un changement, ça prend très longtemps. Il faut évidemment améliorer l'éducation nationale. Et ça, c'est une partie de la lutte, quoi. On essaye de voir maintenant comment éduquer les gens pour qu'ils trouvent du travail. Mais le système de santé, c'est au moins abordable. Oui, c'est abordable. C'est un peu comme la sécurité sociale publique dans d'autres pays. Dès qu'on travaille, on a droit à aller à l'hôpital pour se soigner. Et donc, on paye une cotisation tous les mois pour ça. Les médicaments sont fournis par l'État et dans la sécurité sociale. Hein. Mais on a des problèmes là. On est en train de travailler vers ça, mais tu ne le vois pas encore. Un des éléments que la ville doit remanier de manière urgente, son infrastructure. Coincé entre la mer, le canal et la forêt, Panama s'est développé sur une bande de terre longue et étroite. Selon l'urbaniste Alvaro Uribe, elle est aujourd'hui confrontée à de sérieux problèmes de logistique. Au XXe siècle, presque toutes les villes de l'Amérique latine ont explosé comme des métropoles. Et nous, depuis les 40 dernières années, la ville s'est étalée d'une façon épouvantable, vraiment. Désorganisé? Oui, on peut dire ça. C'est une organisation très faible, parce que c'est une organisation au long des 3 axes routiers qui sont là depuis 60 ans, qui n'ont pas changé et qui doivent régler la croissance de la ville vers l'est, vers le nord et vers l'ouest. Et sont complètement insuffisants pour desservir une population croissante. Qu'est-ce qui se passe avec l'infrastructure? Est-ce qu'il peut soutenir toute cette expansion? On doit investir lourdement du point de vue de l'infrastructure. Tout l'assainissement des quartiers aux alentours, ça tombe sur la baie. C'est complètement pollué. Maintenant, on est en train de développer un projet d'assainissement de la baie. Il y a un tuyau qui monte pour une plante de traitement des eaux. Il faut qu'on connecte tout, qu'on branche tout à ce tuyau. Ça va prendre du temps. Pendant ça, la nature prend en charge cela. Et le résultat, c'est la mauvaise odeur qui monte depuis la baie presque tous les jours. Mais
Du point de vue de l'infrastructure dans chaque quartier, il faut investir beaucoup, spécialement parce que les rues sont complètement insuffisantes pour la quantité de voitures qui circulent. C'est pour ça que le gouvernement a investi lourdement au transport public. Et puis, il faut spécialement créer de l'espace public un peu partout. C'est une ville qui a beaucoup de verre un peu partout, mais au milieu de la ville, l'espace public nous manque terriblement. Avant que le métro soit fini, il faut travailler beaucoup sur la connexion à pied. C'est incroyable pour une ville qui essaie d'améliorer sa situation qu'on a complètement oublié le piéton et l'espace public. Et quelle dimension a la ville? Bon, c'est une dimension très dingue, parce que c'est une ville très élongée, 76 km de longueur, un peu plus de 33 000 hectares de surface, et c'est de la même taille de Caracas, avec un quart de la population au Caracas. C'est pas possible de faire comme ça. Et la population doit voyager chaque jour depuis la périphérie jusqu'à la zone de l'emploi, le port, l'aire du canal, le centre financier. Et il met 70 minutes de moyenne chaque aller, et puis le retour, la même chose. Alors, on peut passer plus de 2 heures, 3 heures, quelques-uns 4 heures au transport pour arriver au lieu d'emploi. C'est fou. La population de Panama est donc répartie sur une zone difficile à gérer. Puis le peu de transports en commun centralisé complique les déplacements. Pourtant, les gratte-ciels poussent comme des champignons partout dans la ville. Si tu vois Punta Pacifica, ça va être encore plus difficile de comprendre. Comme tu vois, la plupart des bâtiments ici appartiennent à une époque où on a essayé d'animer l'investissement immobilier. Et on a tout coupé. Les règles d'urbanisme, les plafonds de hauteur, les plafonds de construction, on a tout effacé. Maintenant, on peut faire tout ce que la technologie permet. Et on a exempté d'impôts fonciers tout cela. Ce congé d'impôt foncier, d'une durée de 20 ans, attire effectivement bien des gens. Reste à savoir comment la ville peut revoir et entretenir son infrastructure en se privant de ses revenus. Il faut changer cette mentalité d'exemption d'impôts parce que l'affaire est tellement bonne qu'ils n'ont pas besoin d'être exemptés d'impôts en plus pour investir. La gagne des investisseurs, c'est la perte de la ville. Et il faut qu'on équilibre tout cela. Et maintenant, je crois que Punta Pacifica va avoir des gros problèmes par rapport au fonctionnement avec la ville, parce qu'ils ont une rue, ils ne sont pas des stationnements. C'est un cul-de-sac, cette urbanisation-là. Et en plus, ils vont ajouter les îles. Alors, je crains qu'au futur, on aura besoin de mettre une route sur la mer pour résoudre ce problème-là. J'espère que quand ça nous arrive, les principaux bénéficiaires et les investisseurs qui ont causé ce problème vont payer pour, et non pas le reste de la population qui paie les impôts. Tu vois le bâtiment différent des autres. C'est l'hôtel Trump Tower, qui est un hôtel appartement. Mais comme tu vois, c'est incroyable parce que c'est un hôtel qui a été dessiné pour être vu comme une espèce de sculpture. Mais tu vois seulement une petite partie. Et en plus, le terrain qui est en face de l'hôtel, éventuellement, va être construit avec un autre tour d'appartement. Alors, on ne verra rien. C'est incroyable parce que comment est-ce que ça peut attirer quelqu'un pour y habiter? Mais Panama progresse, entre autres avec la construction de métro, le premier en Amérique centrale, qui créera un lien avec les quartiers plus éloignés. Le contraste est très marquant entre la zone qu'on a visitée avant et puis cette périphérie complètement horizontale qui s'étale vraiment à plusieurs kilomètres d'ici. Le métro va arriver jusque-là.
C'est un centre commercial qui est là, c'est le fond de la ligne 1 du métro. Ça va donner beaucoup d'importance à cet endroit-là. Et les investisseurs essaient de mettre plus de gens autour de la première ligne du métro. C'est ce qu'on voudrait voir un peu au long de la ligne. Beaucoup plus de densité, beaucoup plus de construction et de mélange d'activités. Parce que si l'on voit, la plupart, c'est du résidentiel et rien d'autre. C'est un problème, parce que c'est une ville complètement écartée entre un centre-ville avec tout et une périphérie avec quai de maisons. Il n'y a pas de doute, Panama est très urbaine. Mais derrière la ville, partout autour de la ville, se trouve une des forêts les mieux conservées et les plus impressionnantes du monde. On saisit bien la singularité de l'écosystème de Panama en sillonnant les forêts en bateau. Nous sommes à quelques kilomètres à peine du centre-ville, au cœur des eaux douces du canal. Un des aspects les plus intéressants sur le fleuve Chagres, c'est qu'on peut y observer à la fois des oiseaux marins et des oiseaux de la forêt. Il y aurait plus d'espèces d'oiseaux ici qu'en Amérique du Nord. Est-ce vrai? L'Amérique du Nord compte 700 espèces d'oiseaux. Dans ce parc national, il y en a un peu plus de 500. Et dans tout le Panama, on en compte un peu moins de 1000. C'est remarquable. Donc la ville de Panama est entourée d'une forêt tropicale en fait. On est complètement cerné par la jungle. Je crois que cette situation est unique au monde. Aucune ville moderne ne se trouve comme Panama City à 10 minutes d'une jungle intacte qui compte des singes et plus de 300 espèces d'oiseaux. C'est absolument unique. Voici une carte du lieu où on se trouve. C'est ici que le Chagres se déverse dans le canal. On vient de passer sous ce pont qui est là et on va aller jusqu'ici. Avec ce canot, on peut aller n'importe où dans cet univers de criques et de rivières qui caractérise cette partie de la forêt. Nous sommes en plein cœur de la forêt. Et là, on arrive dans une des nombreuses rivières qui se jettent dans le canal de Panama. C'est un des aspects les plus merveilleux du canal. Il faut absolument préserver cette forêt. Il faut continuer à interdire la moindre installation humaine sur les rives du canal. Si on autorisait ça, la première chose que les gens feraient, c'est abattre les arbres. Or, il faut que la forêt qui longe le canal reste intacte. Les autorités protègent les bords du canal parce que c'est vital pour l'existence du canal? C'est un des rares exemples où un opérateur industriel majeur, comme le canal de Panama, œuvre main dans la main avec les protecteurs de la nature. Les uns dépendent des autres. Sans cette forêt, il aurait été difficile de gérer les abords du canal. Et si le canal n'avait pas été construit ici, toutes ces forêts auraient été rasées du fait de leur proximité avec Panama City. C'est donc une relation symbiotique parfaite entre les opérateurs du canal et les protecteurs de la nature. Et il n'y a jamais de pénurie d'eau à Panama. Même maintenant, au cœur de la saison sèche, il y a suffisamment d'eau pour que les bateaux franchissent le canal et pour que la végétation reste verdoyante. La forêt tropicale conserve d'immenses quantités d'eau dans les différentes structures végétales. Regardez cet arbre appelé Pachira qui est juste devant nous. Vous voyez tous les végétaux fixés sur ses branches? Ce sont des plantes épiphytes. Ces plantes sont faites